tout à fait oublié, je suppose. Bon, sur la deuxième partie, donc, que vous avez décidé d'organiser, moi je me suis axé, non pas sur une analyse du traité de paix qui pourrait exister, etc., mais sur la méthodologie, essentiellement. Il y a un certain nombre d'objectifs militants qui me semble qu'on pourrait se donner tous pour essayer de faire avancer un processus de négociation pouvant aboutir à ce traité de paix souhaité par le peuple coréen. Moi, je pense qu'il y a déjà quelque chose d'insupportable pour un Français au moins et pour les Européens en général, c'est l'inculture et l'analphabétisme qui règnent dans les médias à propos de la Corée. Ça a rarement atteint ce niveau. Cette hostilité systématique et quasi consensuelle contre la République populaire démocratique du Congo. Je pense que réduire cette propagande hostile systématique contre la RPDC fait partie de nos obligations. Dans un bouquin sur géographie de la famine, écrit que la famine qui a pu régner, ou les difficultés de malnutrition qui ont régné en Corée du Nord sont une politique délibérée des autorités de Pyongyang. Pour pouvoir mieux contrôler la population, il faut l'affamer. Historiquement, je ne vois pas d'autres exemples, alors si cela est authentique, parce qu'en général, quand la population a faim, elle a plutôt tendance à être en colère, et donc à déstabiliser le système. Un certain nombre de semi-intellectuels qui militent contre toute négociation et tout compromis, il y a un certain nombre. Il faut faire connaître, non pas seulement le droit international, mais par exemple, à propos de la crise actuelle nucléaire, faire connaître la totalité des dispositions du traité de non-prolifération et de la fonction réelle de la IEA. Je pense que très peu de journalistes et très peu de militants politiques savent ce qu'il en est réellement du contenu de cette TNP et du rôle réel de l'agence internationale qui joue un rôle de gendarme, mais de gendarme des États nantis de nucléaire, non pas un gendarme neutre et international. L'article 6 du traité qui dit « les puissances nucléaires, c'est-à-dire les puissances dotées, doivent travailler à la dénucléarisation de leurs propres armements ». C'est la deuxième partie du traité qui dit les non-nucléaires ne doivent pas s'armer. La deuxième partie est toujours mise en avant par nos médias et par les politiciens. La première partie, jamais. On accuse la RPDC d'être paranoïaque, d'être obsédée par la guerre et la violence, et toutes les images que nous connaissons de ce pays, c'est les défilés des militaires sur la place centrale de Pyongyang. On ne voit jamais rien d'autre, ou presque. Le jour où on montrera éventuellement des parasols avec des Coréens qui sont en train de boire une citronnade, il y aura vraiment une révolution. Manifestation de mouvements dans les stades, qui pourtant, quand on est sur place, impressionne beaucoup les spectateurs parce que ça implique non pas l'oubli de l'individu, mais son intégration très forte dans une politique d'ensemble. Et la cohésion que cherche la RPDC, c'est une cohésion qui est vitale dans un pays mis en cause et menacé en permanence. Sans cette cohésion, on peut être sûr que tout partira dans tous les sens. Mais il faut rappeler l'encerclement militaire avec toutes les bases qui entourent la Corée populaire, la flotte qui circule en permanence, armée de missiles nucléaires, la base traditionnelle en Corée du Sud, mais aussi la nouvelle base navale en construction dans l'île de Jeju, je ne sais pas si on dit Jeju, mais c'est celui-là, avec donc le survol de l'aviation à l'occasion de chaque manœuvre, qui menace qui, ça me paraît tellement évident. Je crois qu'il faudrait essayer de faire des rapprochements entre tous ceux qui sont maltraités en Occident, et pas seulement la Corée populaire, mais le Venezuela. On n'a jamais manqué de dire du mal de Chavez vis-à-vis de la Bolivie. On a beaucoup de mal à dire du bien d'Evo Morales, et pourtant, c'était un chemin parcouru pour le peuple amérindien bolivien. On a beaucoup de mal à dire du bien du Nicaragua sandiniste, etc., etc., qui fait beaucoup, effectivement. On comprend que le peuple libyen n'arrive pas à s'en remettre. J'ai des amis libyens, des anciens étudiants qui sont professeurs là-bas, qui me donnent quelques infos. Je crois donc ce n'est pas le Nord qui ne veut pas s'ouvrir, c'est le reste du monde occidental qui ne veut pas s'ouvrir sur la Corée populaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà quelques pistes, me semble-t-il, d'action concrète, d'action directe à mener. D'accord, ce sont des objectifs bien modestes, mais qui sont liés à nos forces et à nos possibilités. Mais
tout ce dont on vient de parler, c'est à l'échelle de ce que l'on peut faire. Merci.